Je suis Gérard Ladier, je suis directeur adjoint du pôle de compète Aérospace Vallée, que vous vous étonnez peut-être de voir ici, mais en fait Aérospace Vallée dispose d'un certain nombre de technologies qui sont assez diffusantes et on a un fort intérêt à essayer de faire utiliser ces technologies-là dans le domaine en particulier de la santé et de l'e-santé. Et je crois que ça correspond aussi à un besoin du domaine. Et puis je vais demander à nos trois intervenants de se présenter. Bonjour à tous, je m'appelle Hicham Belkacem Temsamani et je suis directeur de la stratégie santé chez Nextirawan, une entreprise française et un intégrateur des télécoms. Bonjour, je suis Julien Martel, je suis directeur général pour la France pour le groupe ALR. Bonjour, Jean-Louis Freins, je préside Platine, qui est une plateforme d'innovation e-santé en Midi-Pyrénées, et je dirige Sadir Assistance, qui est une structure qui prend en charge des patients à domicile en Midi-Pyrénées sur d'autres régions en France. Jean-Louis, puisque tu as le micro, on va peut-être commencer par toi. Volontiers. Bonjour à tous, je remercie les organisateurs de me donner l'occasion de vous faire partager un point de vue sur justement les changements de stratégie dans les entreprises liés à l'arrivée de l'e-santé. Pour vous dire tout de même qui nous sommes ce qu'on appelle en France des prestataires de santé industriels, et l'État vient de nous mettre ce qui est un mal mais qui va devenir un bien dans une conjoncture qui va faire que l'e-santé va s'imposer en France comme elle ne l'a jamais été depuis longtemps, et ce qui va nous obliger à restructurer complètement nos filières et nos habitudes de travail. Alors, les prestataires de santé sont des métiers qui emploient aujourd'hui un peu plus de 10 000 salariés, qui prennent en charge plus de 1 million de patients, dont 600 000 patients atteints d'apnée du sommeil. Je n'ai pas révisé mes chiffres, excusez-moi, dans des domaines où la technologie est prégnante. Donc ce sont des patients qui sont traités à domicile pour des problèmes d'oxygénothérapie, de ventilation assistée, mais également d'apnée du sommeil, de diabète avec des pompes externes. On met aussi en place à domicile des traitements anticancéreux, mais également de la nutrition artificielle, de nutrition clinique, et nous prenons en charge des maladies orphelines. La caractéristique de nos métiers, c'est que nous couvrons l'ensemble du territoire, aussi bien dans les zones reculées que dans les zones très peuplées, avec un certain nombre de salariés qui sont au nombre de 2500, voire beaucoup plus, et qui sont des techniciens, des infirmiers, des kinésithérapeutes, des diététiciens, et qui sont au service des malades. Notre caractéristique, c'est que nous avons une astreinte qui est présente sur le terrain, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et nous intervenons lorsque les patients ont des problèmes avec leur traitement ou leur machine. Le contenu de notre métier, eh bien, nous allons amener à domicile les dispositifs médicaux qui vont servir à traiter les patients. Et nous allons former les aidants, mais également les équipes libérales qui sont infirmiers, qui sont médecins, à l'utilisation et au suivi de ce traitement. Notre métier, c'est aussi de coordonner le retour à domicile, d'assurer la matériovigilance et la pharmacovigilance, mais également, parce que nous sommes les seuls à le faire dans les métiers de la santé, à suivre l'observance et à en être responsable pour nos patients. Et on va y revenir, puisque si les patients ne sont pas observants, on est en droit de les désappareiller. Vous verrez que sur l'apnée du sommeil, ça prend une ampleur toute nouvelle. Et comme je vous le disais, nous sommes d'astreinte 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Nous avons un métier très spécifique, parce que très technologique, et vous allez voir que l'e-santé va impacter justement le devenir de cette façon de faire et de travailler. Pour vous situer qui nous sommes par rapport aux HAD et aux SIAD, les HAD traitent, vous le savez, plutôt des patients sur des courtes
durée, 1 mois en moyenne, ça peut être plus longtemps. Les SIAD, eux, prennent en charge des patients de façon beaucoup plus légère, tandis que nous, nous prenons des patients chroniques sur le long terme. Donc c'est une différence entre l'HAD court terme, le SIAD léger et nous qui prenons des patients atteints de maladies chroniques lourdes. Pour vous dire, pour vous donner 2 mots sur Sadir Assistance. Sadir Assistance est une structure qui travaille en Midi-Pyrénées. Nous prenons en charge 8000 patients à domicile pour les appareillages dont je vous parlais tout à l'heure. Et c'est une équipe de 100 personnes, un peu plus maintenant, qui est au service de ces 8000 patients à domicile. Alors, pour arriver au cœur de l'exposé, le contexte. Donc, nous sommes sur un marché réglementé qui est cadré par ce qu'on appelle la LPPR, c'est-à-dire la liste des produits et des prestations remboursées, ce qui veut dire que nous ne sommes pas maîtres de nos prix, ce sont des prix qui sont publiés au journal officiel et revus régulièrement. Ce sont des prix que nous négocions avec le comité économique des produits de santé. Le contexte, on le connaît tous, c'est l'augmentation des dépenses de santé et aussi des volumes financiers qui sont consommés, si je puis dire, par la LPPR. Avec un contexte de coût qui est important puisque l'État a une volonté qui est double. La première, c'est de faire baisser les coûts, puisqu'on sait qu'en France, les maladies chroniques augmentent régulièrement avec des volumes de patients considérables et que l'assurance maladie est préoccupée par ces augmentations. Donc, première contrainte que nous impose l'assurance maladie, c'est la diminution des coûts. La deuxième, c'est la structuration du marché, puisque aujourd'hui, les prestataires de santé sont au nombre de 450 sur le territoire national. Et l'idée de l'État, on va voir comment après, c'est de diminuer ce nombre de prestataires pour que nous restions des structures moins nombreuses, avec des tailles critiques plus importantes et peut-être avec des systèmes plus structurés. Les contraintes. Donc, un des moyens pour arriver à cela, c'est le suivi de l'observance à domicile. Je vous en parlais tout à l'heure. Nous sommes le seul métier, comme je le disais, à qui l'on impose de voir régulièrement le patient et de vérifier s'il utilise son appareillage ou pas. Dans l'absolu, jusqu'à aujourd'hui, nous avions le droit de désappareiller les patients s'ils n'étaient pas observants, même le devoir, si ce n'est que le désappareillage, et c'est normal, devait se faire sur prescription médicale et que le médecin était très gêné pour dire ce patient ne fait pas tout à fait le nombre d'heures qu'il devrait faire, on le désappareille, il y avait des problèmes médico-légaux derrière, ce qui fait que le désappareillage était très rare. L'observance, on le sait et on en entend beaucoup parler. On commence par nous, comme je le répète souvent, mais on voit aussi beaucoup de discours aujourd'hui sur est-ce que les patients cardiaques, diabétiques sont observants. Donc c'est beaucoup plus compliqué d'aller regarder ça à domicile sur ces choses-là que sont les médicaments. Par contre, sur nous, des systèmes ont été trouvés et je vais vous en parler maintenant. Donc, la nouveauté, c'est le télésuivi des patients atteints d'apnée du sommeil équipés par un appareil dit de pression positive continue. En 2 mots, ce sont des patients qui sont ronfleurs, qui font des apnées du sommeil la nuit, donc ils respirent pas comme il faut, ils font des pauses respiratoires. Et dans la journée, ils sont très très fatigués. On en voit même qui s'endorment au volant ou au feu rouge, avec dans les 10 à 15 années qui viennent, des problèmes cardiovasculaires. Et des problèmes cérébraux qui peuvent intervenir, donc des polypathologies chroniques. Donc ces patients-là sont équipés avec un appareil qui leur souffle de l'air dans le nez pour ouvrir les voies aériennes profondes, ce qui fait qu'ils peuvent respirer, mais c'est un appareillage très contraignant qu'ils portent toutes les nuits. Et c'est vrai que les personnes qui ont un conjoint, ça peut être gênant, donc on a du mal à rendre ces patients observants. Or, on sait qu'ils doivent l'être.
Aujourd'hui, nous allions régulièrement à domicile de ces patients. Nous relevions, nos techniciens en tout cas, relevaient les éléments du traitement que nous transmettions au médecin, qu'il a renouvelé ou pas le traitement, désappareillé ou pas, avec toutes les difficultés dont je vous parlais tout à l'heure. Aujourd'hui, l'État nous a imposé de mettre en place des systèmes de télé-suivi à domicile sur ces patients-là. Et donc, à partir du 1er octobre, tous les nouveaux patients qui vont être équipés avec un appareil de pression positive continue devront être télésuivis, c'est-à-dire que tous les matins, nous devrons remonter l'observance pour voir si le patient a fait son traitement ou pas, avec des contraintes juridiques fortes, puisque aujourd'hui, les patients remboursés, même s'ils l'étaient tous, devaient faire en moyenne au minimum 3 heures de traitement par nuit. Aujourd'hui, le texte se durcit, on est à 3 heures minimum, mais on rajoute un critère qui sont les 20 jours, qui sont 20 jours d'utilisation par mois. Et si ces deux critères ne sont pas réunis, le patient ne sera plus remboursé. Donc, en synthèse, le patient fait son traitement. Tous les matins, on remonte son observance et si elle est bonne, très bien. Si elle n'est pas bonne, à la fin du mois, lorsqu'on facture aux caisses d'assurance maladie, il faut trouver un système qui fait que la facturation sera bonne et tiendra compte de l'observance. Deuxième nouveauté, c'est que les caisses étaient un peu laxistes jusqu'à présent, si je puis dire. Et là, aujourd'hui, le remboursement du traitement du patient va vraiment être lié à l'observance, avec une grande nouveauté, c'est que là, pour le coup, si le patient n'est pas observant, ça n'est plus le médecin qui est responsable du désappareillage, mais c'est le prestataire qui l'est. D'une façon cavalière, c'est que si le patient n'est pas observant, on le facture. Et donc, si évidemment le patient ne paie pas ses factures, à un moment donné, on sera amené à lui retirer l'appareil en toute légalité. Donc, l'État a trouvé un système qui permet de pallier ce genre de problèmes. Comme je vous disais, c'est une population de 600 000 patients par an. Tous les nouveaux patients devront être appareillés à partir du mois d'octobre et nous devons appareiller les 600 000 patients français avant le 1er janvier 2015. Donc, ce qui est un enjeu colossal pour nos structures. Dans nos structures, ces patients représentent à peu près 50% de l'effectif et un tiers de notre chiffre d'affaires. C'était pour mettre en perspective les enjeux de cette loi. Les bouleversements dans nos entreprises vont être multiples. Je vais en faire la liste rapidement. Alors, nous avions plusieurs solutions sur cette façon de remonter les informations. Soit nous prenions les systèmes qui nous étaient imposés par les fabricants de matériel, et dans ce cas-là, c'était une manne financière qui leur revenait, où on est quelques-uns, 4 en tout sur le marché, dont nous, à avoir développé un système externe de remontée de ces informations, agréé bien sûr, qui est un dispositif médical, marqué CE et DM de classe 2A, qui permet de se greffer sur l'ensemble des appareils du marché et qui nous affranchit complètement de l'effet fabricant. Donc nous sommes, je vous le disais, 4 grosses entités françaises à avoir développé nos propres systèmes pour ne pas être, je dirais, coincés par les fabricants. Tous ces développements ont demandé des moyens financiers importants, donc ça c'est une conséquence aussi de ces bouleversements. Les entreprises qui peuvent suivre suivent, celles qui ne peuvent pas suivre auront des difficultés et on entre donc là dans la volonté de l'État de diminuer le nombre d'entreprises et de structurer le marché. Pour notre part, nous avions anticipé ces bouleversements-là et SADIR a pris le parti de ne pas rester toute seule et nous avons créé un groupe national qui s'appelle S2A Santé, qui permet de mettre en commun des moyens, de faire des économies d'échelle et qui nous a permis de développer donc ce système de télésuivi. Donc c'est un bouleversement, on a été amené à se regrouper. Autre bouleversement aussi, nous avons pris le statut de fabricant de dispositifs médicaux, qui n'est pas un statut neutre, et là aussi l'entreprise a dû mettre les moyens pour avoir ce statut-là. J'en ai pour 1 minute et demie, Charles.
Structurer et aussi renforcer les moyens liés à la télémédecine avec des cellules de R&D, départements juridiques, départements d'industrialisation. Nous avons dû repenser nos process, et c'est ce qui nous bouleverse le plus, entre guillemets, pour adapter l'outil informatique. Et nous avons pris le parti de passer sous SAP, puisque demain, nous devrons remonter et traiter automatiquement les données. Nous devrons gérer les alertes des patients non observants, gérer la facturation en fonction de l'observance des patients. Il y aura des forfaits différents, donc ça demande chez nous de l'automatisation. Le groupe, c'est 60 000 patients, donc vous imaginez qu'on ne peut pas le faire à la main tous les jours, et il faut qu'on puisse mettre ces données à disposition des médecins, des patients et des payeurs, ce qui n'est pas rien. Dernière chose, ça va engendrer chez nous des créations et de la formation, mais des créations de nouveaux métiers, puisque c'est former toute une population qui va à domicile à l'utilisation de nouveaux matériels, mais aussi les former au fait que les patients qui n'ont pas le choix d'utiliser ces technologies les acceptent sans, entre guillemets, se sentir suivis, fliqués. Donc tous nos techniciens ont une formation justement pour aider les patients à accepter ce nouveau moyen de prise en charge. Nous avons créé dans l'entreprise des fonctions qui vont surveiller automatiquement les patients non observants. On va mettre en place derrière, avec des moyens qu'on avait déjà, mais qu'on renforce, un suivi individuel des patients avec, entre autres, du coaching téléphonique en complément de ce que nous faisons aujourd'hui. Et nous avons mis en place des logisticiens du télésuivi, puisque, comme je vous le disais, équiper, pas que nous bien sûr, mais 600 000 patients à domicile en 2 ans, ça demande une structuration importante, puisque la sanction, c'est que si les patients ne sont pas équipés, le remboursement pour nous est diminué de moitié. Donc vous voyez que grosse contrainte pour l'entreprise, avec des coûts qui vont avec, mais en tout cas un grand pas en avant pour la télémédecine, puisque ce sera 600 000 patients suivis en routine en France à partir de dans 2 ans. Je vous remercie. Qui viennent à la fois de la technique et de la loi en fait. Qu'est-ce que ça donne du côté de Nextira peut-être? On peut peut-être aller voir de votre côté. Oui. Bien. Bonjour à tous une nouvelle fois. Donc je représente la société Nextira One, qui est une société française à dimension européenne. On va sacrifier à la tradition en vous citant quelques chiffres. Nextira One, c'est à peu près 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires, et dont 35% de ce chiffre est réalisé en France. Donc nos métiers, c'est les télécoms, donc les installations de téléphonie, d'infrastructures réseau, et quelques segments qui sont stratégiques pour nous. Alors d'abord des segments technologiques, la communication unifiée, le data center, la vidéo, les centres de contact, l'activité à l'international qui est extrêmement importante parce que ce savoir-faire français aujourd'hui, nous l'exportons dans 17 pays européens, aux États-Unis, mais aussi dans des contrées un peu plus lointaines. Et récemment, cette année, c'est toute la raison de mon arrivée chez Nextira One, parce que je suis arrivé au mois d'avril cette année, c'est la création d'un département dédié à la santé, dont le directeur est ici présent dans la salle, donc je ne dois pas dire de bêtises. Donc, pourquoi j'insiste là-dessus, moi, je suis ingénieur biomédical de formation, et il y a 6 ans, j'ai décidé de passer dans l'IT parce que j'avais l'intuition que ça allait devenir un marché extrêmement important dans la santé, pas l'informatique en tant qu'informatique, mais l'informatique en tant que dispositif médical, comme outil intégrant des processus de soins. Et j'ai fait 4 constructeurs de l'IT en 6 ans. Ça s'est toujours très bien terminé. J'ai des amis partout, mais à chaque fois, le constructeur, à un moment ou à un autre, s'est désengagé de l'étape suivante qui est l'industrialisation. Aujourd'hui, les technologies sont matures, même si les innovations continuent à arriver, ce n'est pas ça qui bouleverse les réflexions en santé. La véritable innovation, c'est comment industrialiser et généraliser tout ce qui a été testé jusque-là. Et je le vis, mais j'ai aussi cette certitude, la prochaine étape industrielle, elle se passe chez les intégrateurs, chez les gens qui installent dans les hôpitaux. Parce que ces technologies-là, aujourd'hui, elles sont nombreuses, elles sont diverses, elles requièrent des compétences parfois assez compliquées. Et donc, il faut des acteurs industriels qui savent les mettre en musique.
Et donc, mon propos aujourd'hui, c'est de vous expliquer d'abord, très rapidement, quelle est notre perception du marché et quelle est la stratégie que nous avons développée. Comment est-ce qu'on a adapté notre stratégie de produits et de solutions, puisque c'est l'objet de cette table ronde, à cette vision du marché. Et donc, l'ambition, c'est, si on a créé cette business unit pour la santé, l'ambition, clairement, c'est de devenir l'intégrateur en santé numéro 1 en France et en Europe. Alors, en France, je disais tout à l'heure que c'est le pays le plus important pour Nextira1, c'est vrai, y compris dans notre base installée. La santé chez Nextira1, ça ne date pas de 2013, ça fait 25 ans qu'on fait de la santé. Un hôpital sur 2 est client de Nextira1. 2 SAMU sur 3 sont clients de Nextira1. Donc on part avec une base installée et une confiance du marché qui est très engageante. Et notre ambition, c'est d'être un partenaire pour les professionnels de santé pour trouver ensemble la meilleure trajectoire économique et technologique pour un usage et une adoption éclairée et raisonnée des technos. Toutes les technologies ne sont pas bonnes à prendre. Et ça veut dire que nous raisonnons par l'usage. Et à notre sens, tous les grands projets d'informatique santé devraient commencer par ça. Tout le monde le dit, y compris les constructeurs, mais à notre regret, peu de gens commencent par ça, et en particulier les projets de télémédecine. On regarde trop souvent la technologie d'abord et on ne réfléchit pas assez aux usages. Alors, comment est-ce qu'on perçoit, nous, l'évolution du marché de la santé ? L'hôpital, je vais vous dire des évidences, pardonnez-moi, je ne prétends pas vous apprendre quoi que ce soit, je prétends vous démontrer qu'on a à peu près compris ce qui se passe. L'hôpital, et ce n'est que le début, va devenir de plus en plus le lieu où on prendra en charge les pathologies les plus aiguës. On aura les matériels les plus compliqués, les plus coûteux, etc. etc. L'hôpital, aujourd'hui, qu'il soit public ou privé, est engorgé. Cette équation, qu'il soit aujourd'hui le gardien des actes lourds de médecine, le lieu où se passent les actes lourds de médecine, ne vaut que si on désengorge cet hôpital, et notamment par les urgences. Donc il y a 2 axes de réflexion. La médecine ambulatoire. Aujourd'hui, en France, il y a 5 actes qui sont éligibles à l'ambulatoire. Ils sont pratiqués en ambulatoire à 43%. Dans les pays anglo-saxons, ce sont 12 actes qui sont autorisés pour l'ambulatoire. Et ils sont pratiqués à hauteur de 73%. Déjà là, on a un potentiel de croissance absolument énorme. Or, développer la médecine ambulatoire, ça veut aussi dire développer les réseaux ville-hôpital. Parce qu'une fois l'acte ambulatoire fait, il faut bien suivre d'une manière ou d'une autre ce patient qui retourne chez lui. Et ça ne peut se faire pour l'hôpital que par une collaboration très resserrée entre la médecine de ville et cet hôpital. Et cette médecine de ville va aussi être aujourd'hui un acteur pour prendre en charge, et c'était un peu le sujet précédent, pour prendre en charge les maladies chroniques et légères. Alors il y a des solutions de recueil de données, il s'agit de faire le suivi, et là aussi la médecine de ville va devenir un acteur important de l'hôpital et des industriels de télémédecine. Sans eux, ça ne pourra pas se faire. L'étape suivante, et le Graal que nous recherchons tous, c'est d'être un jour capable de porter jusqu'au domicile des patients et en tout lieu où ils peuvent être des services de médicalisation, de prévention, d'information et d'observance. Ça a été très bien expliqué tout à l'heure. Mais de notre vision d'industriel, notre ADN, c'est d'abord l'hôpital. Nous considérons en effet que l'unité de lieu de la santé, ce n'est plus l'hôpital, c'est le territoire. Par contre, l'hôpital doit être un opérateur majeur de ce territoire. Donc notre vision, elle est toute simple, ça part de l'hôpital pour couvrir tous les territoires sanitaires autour de cet hôpital. Alors la raison de tout ça, elle est toute simple, je vais accélérer. Voici un petit peu le coût de la journée en hospitalisation. On connaît tous ces chiffres. Le lit le plus cher qui coûte aujourd'hui dans un hôpital, ça va de 25 000 à 100 000 euros. C'est pour les patients greffés ou brûlés. Ensuite, le séjour en centre spécialisé, c'est de l'ordre du millier d'euros. La HAD commence à devenir intéressante parce qu'on voit que là, c'est de l'ordre de 100 euros. Ce n'est pas pour rien que tous les hôpitaux de France et de Navarre développent la HAD aujourd'hui. Et enfin, pourquoi je disais que le domicile est le Graal ? Parce que la prise en charge au domicile, on tombe à des coûts qui sont inférieurs à 50 euros. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, toutes les tendances consistent à développer la prise en charge à domicile et à la télémédecine. Et c'est en cela que Platine est un acteur fondamental. Mais aujourd'hui, il s'agit d'industrialiser ça et de généraliser ça. Et nous disons que la télémédecine, c'est bien, mais la télémédecine, c'est de la médecine.
Et donc, on propose, notre proposition de valeur, c'est de ne plus aborder la télémédecine uniquement par l'angle technologique. Nous disons que la technologie, c'est notre métier. Comme on dit en anglais, les nice to have. On a le réseau social, on a le cloud, on a tout ce que vous voulez. Aujourd'hui, c'est pratiquement des sujets abordés traditionnellement dans tous les milieux, y compris dans la santé. Ce qui arrive demain, c'est l'Internet des objets, c'est la vidéo 3D. Et nous, notre pari, on dit nous sommes intégrateurs, nous maîtrisons ces technologies pour vous, professionnels de santé. Nextira1, plus de 2000 certifications auprès de tous les industriels. Mais une fois que ces technologies maîtrisées, le véritable sujet, c'est de comprendre avec vous, les professionnels de santé, quels sont les usages que cela suppose. De manière très générique, ces technologies changent notre façon d'accéder à l'information, notre façon de nous divertir et notre façon de consommer. On a tous écouté une musique à la radio, on l'a chasamé pour voir qui c'est, et tout de suite, on nous propose de l'acheter sur iTunes. Ça, c'est un véritable usage. Mais la véritable réflexion de cette technologie sur son impact dans le monde de la santé, c'est de comprendre comment elle va transformer un processus de soins, comment elle va impacter une organisation territoriale de santé, comment elle va changer un protocole clinique. Et c'est ça le véritable travail que nous proposons en amont de chaque projet, pas uniquement de télémédecine, mais d'IT santé aujourd'hui. Alors, la trajectoire, on essaie de rester logique avec notre analyse. Notre métier, c'est effectivement l'hôpital numérique. Nous avons tout notre catalogue santé aujourd'hui, pour l'essentiel, c'est d'aider cet hôpital à devenir plus moderne en termes d'infrastructure, en termes de service aux patients et plus performant. Une fois que cette modernisation, cette performance a atteint un niveau suffisant, l'étape suivante, c'est de permettre à cet hôpital, et encore une fois je parle d'un établissement public ou privé, d'étendre ses moyens sur son territoire. D'étendre son système d'information à la médecine de ville, par exemple, pour permettre la coordination des filières et le partage d'informations. Un exemple parmi d'autres. Et au ministère, on appelle ça la mutualisation, les communautés hospitalières de territoire, etc., etc. Mais quand on a fini de mutualiser ce qui existe, l'étape fondamentale suivante, eh bien, c'est de distribuer les nouveaux services. Les nouveaux services, par exemple, aujourd'hui, l'usage de la vidéo est en plein essor dans la santé. Tous les établissements de France et de Navarre sont équipés en vidéo, mais ils sont tous équipés en marques différentes. Alors pour communiquer avec les uns avec les autres, surtout pour faire du multipoint, c'est facile, il suffit de s'acheter un pont de visioconférence qui coûte un petit peu cher. Alors l'idée, est-ce qu'on va demander à chaque hôpital de s'équiper en pont de visioconférence, ou est-ce qu'on ne va pas distribuer ces nouveaux services par la mise en place de plateformes régionales de services de santé pour tous les professionnels d'un territoire donné? Au ministère, on appelle ça l'externalisation. Et nous disons que ces plateformes régionales de santé, qui sont par définition interopérables, parce que c'est le premier service qu'on leur demande, la multiplication de ces plateformes régionales de santé, c'est ça qui va nous permettre de construire le nouveau système de santé de demain. Le nouveau système de santé de demain va se construire par le territoire. Je n'aime pas la terminologie par le bas, parce qu'il y a presque un jugement de valeur là-dedans, mais par le terrain. On est bien dans la vraie médecine. On va commencer par les soignants, par les structures territoriales, et c'est en les mutualisant, en les rendant interopérables qu'on va construire le système qu'on appelle tous de nos voeux. Alors, on peut détailler un peu plus les choses. L'hôpital numérique, pour nous, qu'est-ce que c'est? C'est bien sûr une téléphonie, c'est bien sûr des terminaux patients interactifs, etc. C'est bien sûr de la vidéo, qu'elle soit professionnelle ou de la vidéo de divertissement pour le patient. C'est aussi des services d'information pour la famille, les visiteurs, etc. Mais c'est aussi les services fondamentaux de l'hôpital. C'est connecter le plateau technique, la radiologie, le bloc opératoire, la biologie, au réseau informatique. Il y a une étude du cabinet IDC Search qui est parue la semaine dernière qui a dit que dans les plateaux techniques, en 2013, le département de plateau technique qui s'est le plus informatisé depuis 2012 à ce jour, c'est le bloc opératoire, en système d'information, en outils logistiques, en outils d'alerte, etc., etc. Donc, vous voyez, nous sommes en plein dedans et nous maîtrisons les services du réseau. Nous sommes aux premières loges pour connecter tous ces silos à l'hôpital. Et cet hôpital, dès le début, avant même d'être étendu, il a besoin de communiquer avec d'autres établissements de nature différente, de taille différente.
notamment dans le cadre juridique des communautés hospitalières de territoire, et donc il a déjà des besoins d'interconnexion et ce qu'on appelle communément le WAN. Et là-dessus, c'est le deuxième, l'hôpital numérique et le WAN, ce sont les deux premières briques de notre catalogue aujourd'hui. L'hôpital étendu, qu'est-ce que c'est? C'est un hôpital qui est capable de faire de la HAD, un hôpital qui est capable de faire du transport informatisé, de la gestion de transport informatisé, de la logistique hospitalière informatisée et du partage de dossiers avec la ville et avec d'autres établissements. Et ça passe encore une fois, vous l'imaginez bien, par ce WAN et par des infrastructures régionales que nous mentionnions tout à l'heure pour faire ces plateformes régionales qui préfigurent le système de santé connecté. Donc notre catalogue aujourd'hui, je vous redis à peu près la même chose que le slide précédent, mais le catalogue aujourd'hui, je ne rentre pas dans le détail, nous n'avons pas le temps, mais il est vraiment structuré comme cela. Donc la transformation du marché de la santé a modifié le catalogue santé de Nextira One. Et je vous demande une dernière minute pour vous parler des plateformes régionales de services appliquées à la télémédecine. Aujourd'hui, dans le cadre des PRT, des programmes régionaux de télémédecine, chaque ARS doit à peu près développer ces sujets-là. La radiologie, la gestion du transport, la prise en charge de l'AVC, enfin on retrouve tous ces sujets. Tous ces sujets aujourd'hui, ils sont financés à hauteur de 1 ou 2 ou 3 millions d'euros chacun. Les aborder en silo, pour une ARS, c'est un problème quasiment insoluble. Prenons le cas de l'AVC, vous avez 2 millions d'euros. L'AVC, qu'est-ce que c'est aujourd'hui? C'est faire de la gestion de flux de données, connecter tous les services d'urgence qui sont les points d'arrivée des urgences AVC en transfert d'images et en capacité de vidéoconférence. À 2 millions d'euros, vous prenez la région Rhône-Alpes, il y a 60 services d'urgence, vous pouvez faire qu'offrir du Skype. C'est tout, vous n'avez pas les moyens de faire autre chose. Nous, ce que nous disons, c'est que le point commun entre tous ces projets, poussons la logique du cloud jusqu'au bout et la logique de virtualisation jusqu'au bout. Le point commun de tous ces projets, c'est effectivement une infrastructure territoriale qui va consister à mettre en place des ponts de visioconférence ouverts à tous, qui va mettre en place des data centers en PRA, PCA disponibles pour tous, qui va permettre de distribuer de la radiologie. Et les points bleus que vous voyez, ce sont les points où il y a des professionnels de santé. Ça peut être un hôpital public, un hôpital privé, une maison de santé, un cabinet pluridisciplinaire. Et avec un serveur, un routeur, tous les professionnels de santé, dans leur pratique aujourd'hui, vont pouvoir se connecter à ces plateformes pour bénéficier d'un certain nombre de services, y compris des services de communication unifiés. Aujourd'hui, un petit hôpital, il n'y a aucun intérêt qu'il s'achète sa téléphonie, qu'il la fasse administrer par du personnel qu'il n'a pas d'ailleurs, parce que l'ANAP nous dit que 30% des établissements de santé de France n'ont pas les compétences techniques nécessaires pour gérer de manière mature toutes ces technologies-là. Et c'est ça le défi et notre proposition aujourd'hui en santé. Et le point de convergence avec Platine, par exemple, c'est que les données connectées par Platine, il faut bien les centraliser, les stocker quelque part. Et donc nous considérons que nous sommes convergents avec le développement de la télémédecine, avec les services de médecine à domicile, parce que pour faire ce travail-là, il faut bien deux parties. La partie qui collecte et qui analyse les données, et puis la partie qui fournit toute la mécanique, toute l'infrastructure, pour permettre aux experts et aux soignants de l'autre côté d'analyser ces données. Voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui et je vous remercie. Merci Hicham. L'exercice est un peu difficile, on a peu de temps et on a démarré un petit peu en retard. On va passer tout de suite à Julien Martel pour Aller. Ça veut dire qu'il faut que je fasse vite, c'est ça? Je vais faire vite. C'est celle-ci, ouais. Rebonjour tout le monde. Moi, l'objectif de ma présentation, en fait, c'est d'essayer de partager avec vous comment un groupe Aller de 14 000 personnes est parti de la vente de produits de diagnostic, donc de tests rapides, à aujourd'hui des services de suivi de personnes et de patients, notamment dans les maladies chroniques. Donc je vais essayer de partager ça avec vous. C'est compliqué parce que c'est quasiment 10 ans d'histoire. Mais déjà, pour commencer, vous expliquer un petit peu la genèse d'Aller. Aller, ça veut dire prendre soin en latin. Et en fait, notre CEO, il y a dans les années 80, donc il faut remonter, certains dans cette salle n'étaient pas nés, je pense. Dans les années 80, c'était le premier à créer le glucomètre pour les patients atteints de diabète. Et il avait déjà dans cette idée de donner des outils aux patients pour comprendre leur pathologie. Donc c'est pour ça qu'on est parti des outils diagnostiques pour arriver, vous le verrez ici, à du service. Donc notre brique aujourd'hui de solution, et je reviendrai sur l'histoire, c'est les outils de diagnostic rapide. Alors je suis désolé, une partie en anglais, une partie en français, parce qu'on m'a dit que l'université d'été s'est internationalisée. Donc j'ai fait la première partie en anglais et la deuxième partie en français. Donc une partie outils,
une partie gestion des données qui viennent de ces outils, puisque c'est bien de pouvoir récolter des données, c'est bien de pouvoir donner accès aux patients et aux professionnels de santé, mais il faut aussi pouvoir, bien sûr, les transférer et aussi les comprendre. Donc c'est la partie interprétation des données avec des algorithmes intelligents. On le verra tout à l'heure dans un cas concret. Et le dernier pendant qui n'est pas neutre, c'est comment on amène les changements de comportement, puisque dans les pathologies, souvent on parle de comportements associés, et c'est ce travail sur les comportements qui est extrêmement important. Vous le verrez par du service notamment qu'on appelle en anglais de coaching, de la gestion du renforcement, l'éducation thérapeutique. Donc, très rapidement, parce que je pense que ça ne fait pas beaucoup de sens, on est un groupe de 14 000 personnes, on fait pratiquement 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Dans différentes divisions, vous le voyez, on touche à différentes pathologies. On parle de tout ce qui est associé à la toxicologie, notamment des tests de drogue, tout ce qui est maladies infectieuses. On est notamment leader dans les tests en tests HIV, tout ce qui est en cardiologie également. On a un gros pendant dans la santé de la femme. Vous nous connaissez certainement un petit peu mieux par un test qui s'appelle Clearblue, qui est distribué par Procter & Gamble en pharmacie. En tout cas, j'espère qu'un jour vous le connaîtrez. C'est plutôt des bonnes nouvelles en général. Aujourd'hui, notre brique est fait de plusieurs choses. On est parti encore une fois du device, donc de l'instrument, qu'on a ensuite associé avec de la gestion de données, donc notamment par tout ce qu'on appelle les transferts de données collectés avec les dossiers patients qui peuvent se trouver à différents endroits. Par la suite, on a associé des services, donc c'est ce qu'on verra tout à l'heure, ce qu'on appelle en anglais du healthcare management, du disease management notamment. Et aujourd'hui, ce qu'on peut voir, c'est comment nous, on a évolué depuis une dizaine d'années. Encore une fois, on est parti du device, que vous retrouvez ici dans différentes catégories, et on est arrivé vers le health management, vers le service. C'est-à-dire comment on accompagne, c'est ça, c'est la connexion, comment on accompagne ces outils de diagnostic avec du service un petit peu plus poussé pour les patients, pour pouvoir les aider à comprendre leur pathologie, pour pouvoir les aider à devenir acteurs de leur pathologie. Donc maintenant, tout ça, c'est très théorique. Comment on arrive sur un exemple concret? Je vous ai pris un exemple pour ne pas vous en prendre 10 parce que je n'ai pas beaucoup de temps. En plus, il a fallu que je raccourcisse. C'est l'exemple du programme Cordiva, qui est un programme de suivi de l'insuffisance cardiaque. Alors ce programme, c'est quoi? Cordiva, en fait, c'est un programme où on équipe chez le patient, d'une balance et d'un boîtier qui va relever des symptômes. Donc la balance, ça va relever le poids, rien d'extraordinaire jusque-là, si ce n'est que le poids est un facteur extrêmement important dans l'insuffisance cardiaque. Et le boîtier va poser des questions qui sont liées aux symptômes du patient. C'est extrêmement simple d'utilisation, puisqu'on a des patients qui ont 76 ans de moyenne d'âge. Et le patient va utiliser ça tous les jours. Donc c'est la partie suivi, la partie instrument. Ces données vont être transférées en automatique chez un hébergeur de données de santé. On a un algorithme intelligent qui va croiser les données du poids et des symptômes, et ça va nous permettre d'arriver entre 10 et 14 jours avant une décompensation. Donc là, vous voyez bien déjà 3 briques. Vous voyez la brique instrument, la brique transfert de données et la brique interprétation des données. Et il y a la dernière brique derrière le programme Cordiva, c'est la brique renforcement à l'éducation thérapeutique, qui est fait par des infirmières qui ont été formées à l'éducation thérapeutique, formées à l'insuffisance cardiaque, et qui vont régulièrement échanger au téléphone avec le patient pour lui permettre de mieux comprendre sa pathologie et fixer avec lui des objectifs d'éducation thérapeutique. Et c'est ces entretiens qui, pour moi, ça c'est mon point de vue personnel, vont vraiment permettre au patient de devenir acteur de sa pathologie et la comprendre. Et derrière ça, si jamais il y a une alarme qui vient du système, de l'algorithme, l'infirmière va appeler le patient juste pour valider et éviter les faux positifs, valider que techniquement c'est bien le patient qui est monté sur la balance, il ne s'est pas trompé dans ses réponses. Si l'alerte technique est validée, alors elle va lui conseiller d'aller voir ses professionnels de santé. En France, c'est le médecin généraliste qui est au cœur de la coordination, donc auprès du médecin généraliste, et à lui ensuite de prendre les décisions. S'il le souhaite, on va lui transférer un rapport d'évolution du poids et des symptômes sur les 15 derniers jours. On ne change pas le parcours de soins, notamment HAS de février 2012 sur l'insuffisance cardiaque, on vient le renforcer et on vient aider le patient. Alors, petite histoire, ce qui est extraordinaire, c'est qu'au début, on se dit utiliser une balance et répondre à des questions tous les jours, c'est lourd, 2-3 minutes par jour, c'est assez lourd. Oui, et ce qui est assez drôle, c'est que les patients au début le font pour l'infirmière avec qui ils commencent à créer une relation au téléphone. Et ensuite, ils comprennent que ces paramètres sont des paramètres importants pour eux, parce qu'ils comprennent de mieux en mieux leur pathologie. Et après,
on a des histoires assez extraordinaires puisqu'on suit 60 000 patients dans le monde, notamment 10 000 en Allemagne, insuffisants cardiaques. Et aujourd'hui, on a des personnes qui anticipent même l'algorithme, qui anticipent même la prise de poids et les symptômes, et qui arrivent par eux-mêmes à dire « bon, là, je vais aller voir mon médecin généraliste ». Donc moi, je crois beaucoup en fait que la technologie soit un pendant qui aide, mais c'est le facteur humain qui va faire qu'aujourd'hui, les patients vont mieux comprendre leur pathologie et mieux pouvoir se prendre en charge. Juste quelques résultats qui viennent de l'Allemagne. On voit qu'en fait, on a plusieurs résultats positifs. Donc ça, c'est des résultats, encore une fois, qui ne viennent pas d'études cliniques. Je l'ai dit hier, mais je le redis aujourd'hui. Qui viennent, en fait, il y a 10 000 patients suivis pour insuffisance cardiaque en Allemagne par ce système. On a, en fait, en Allemagne, le système de santé a bien changé en 2006. Et en fait, les payeurs qui sont privés à but non lucratif, ont décidé de mettre en place directement ce type de programme. Donc financent pour Aller ce type de programme pour suivre leurs patients. Donc il n'y a pas d'étude d'évaluation clinique qui a été faite, ce sont des données qui viennent directement du payeur qui s'appelle AOK en Allemagne. On voit qu'il y a une progression de la compréhension de ce qu'est la prise en charge thérapeutique des patients. On voit qu'ils comprennent mieux leurs médicaments associés. L'utilisation du pilulier électronique, par exemple en Allemagne, on voit qu'il y a une progression après 1 an de suivi. On voit aussi, on parle de multipathologie, l'insuffisance cardiaque est souvent liée au diabète. On voit aussi que du coup, les patients comprennent mieux aussi les pathologies associées. Un effet très important que moi je mets beaucoup en avant en France, parce que je pense qu'on a vraiment l'un des systèmes de santé qu'on doit sauvegarder, qui est solidaire, et notamment sur les décès. On voit qu'on diminue par rapport au groupe contrôle. Là, ça a été fait sur 9000 patients, donc c'est relativement conséquent. Sur le groupe contrôle, on diminue quasiment de moitié dans le premier trimestre la mortalité. Il faut savoir qu'après hospitalisation, c'est les 3 premiers mois où il y a le plus haut risque sur l'insuffisance cardiaque. Et là, on voit que grâce à un suivi poussé, à un début de renforcement à l'éducation thérapeutique, on réduit énormément les décès. Ce qui est très intéressant, parce que j'ai eu déjà la réflexion de certains payeurs de santé en France, c'est si on réduit les décès, on augmente les coûts, forcément. Oui, je l'ai eu, alors je me permets de le dire. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on continue dans le temps. Et on a des données à 3 ans maintenant, où on continue à réduire les décès. Et vous le verrez sur les coûts, on continue à les réduire de façon très conséquente aussi dans le temps. Donc finalement, les deux effets, réduction des décès, donc prolongement de la vie, et réduction des coûts, permettent de lisser le coût total. Et c'est ce qu'on voit ici. En fait, avec le nombre d'hospitalisations dans l'insuffisance cardiaque en France, mais également en Allemagne, le coût principal est lié à l'hospitalisation. On parle, vous le verrez tout à l'heure, de 9 000 € de coût d'hospitalisation en Allemagne, quand en France, on est plutôt entre 12 000 et 13 000, juste pour l'hospitalisation. On ne parle pas des autres coûts associés. Et ici, vous le voyez, en Allemagne, ils ont fait du rétrospectif, c'est-à-dire avant la prise en charge par le programme Cordiva, le nombre d'hospitalisations était près d'une hospitalisation et demie par an par insuffisant cardiaque. Et on voit que dès la première année, ça a baissé à une hospitalisation. Et la seconde, ça continue de baisser. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut remarquer ici qu'en gris, c'est lié les hospitalisations cardiovasculaires, donc qui diminuent fortement, forcément, puisqu'on s'intéresse d'abord à ça. Mais on voit aussi qu'au bout de la seconde année, les autres causes, c'est-à-dire qui ne sont pas cardiovasculaires, baissent aussi. Donc il y a on peut supposer, et on a des études cliniques en cours qui vont venir le confirmer, on peut supposer que le suivi pour l'insuffisance cardiaque permet aussi d'agir sur les autres causes d'hospitalisation. Une slide importante, et c'est la dernière, c'est les coûts en Allemagne répertoriés. Donc vous avez à peu près 12 000 € par insuffisant cardiaque par an, qui sont répartis entre les coûts d'hospitalisation, donc qui est la partie la plus importante à 9 000 €, les coûts liés aux visites auprès des médecins, donc généralistes ou cardiologues, et les coûts liés aux médicaments. Ce qui est assez intéressant, c'est que bien sûr on diminue les hospitalisations, puisque c'est la première chose qu'on cherche à faire, et qu'on augmente en réalité les coûts liés aux médicaments et aux visites des médecins. C'est assez logique en fait, puisque comme le patient est mieux suivi, comme on déclenche des alertes, il va voir plus régulièrement son médecin ou ses médecins, donc ça augmente ces coûts-là. Et comme il comprend mieux sa pathologie, il prend mieux ses médicaments. Il faut savoir qu'on a, le professeur Galinier le disait hier dans une session, on a à peu près 40%, je crois, je ne voudrais pas dire de bêtises, d'insuffisants cardiaques qui ne prennent pas correctement leur traitement. Donc forcément, si on les suit, si on les aide à mieux comprendre, ça va augmenter les coûts liés aux médicaments. Ce que vous voyez, c'est que sur le total, on a quand même une baisse qui est très significative, qui comprend le coût du programme en Allemagne, une baisse très significative des coûts de santé. Donc on réduit de moitié les hospitalisations
les décès, et en même temps on réduit de manière très importante les coûts de santé. Et je pense que c'est cette optimisation que nos systèmes de santé doivent aller chercher. Tout ça pour dire qu'à l'ère, vous le voyez quand même au début de l'histoire, il y a quasiment 20 ans est parti du diagnostic d'un outil, et il y a petit à petit dans son histoire est arrivé vers le service. Ce genre de données, ce genre de discours, de dire comment on peut optimiser un parcours de soins, etc., on ne l'avait pas du tout quand on parlait de diagnostic. Donc nous, on a dû vraiment s'adapter à ce qu'était maintenant le système de santé et ce que recherchait le système de santé. Voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup. C'est extrêmement intéressant et les chiffres sont très convaincants. Juste, on a évoqué à 2 reprises, je crois, le Platine. Je ne suis pas convaincu que tout le monde sache exactement la salle ce qu'est Platine et en quoi, justement, Platine peut aider à passer de cet outil disponible ou de ces technologies disponibles à des services réellement rendus utilisables. Alors, Platine est la première plateforme d'innovation en e-santé française. Elle est basée à Toulouse, donc en Midi-Pyrénées. Elle est soutenue par l'État, donc elle a une vocation nationale et européenne. Son rôle, c'est quoi? Son rôle, c'est d'aider les industriels à maturer des projets, à voir la pertinence qu'ont ces projets sur le marché, à les accompagner, mais également à les aider à mettre en œuvre des études cliniques, puisqu'on sait qu'en France, la mise en œuvre des études cliniques, c'est quelque chose de compliqué et c'est un vrai savoir-faire. Et Platine, enfin, c'est une possibilité de mesurer les effets justement des études qu'on met en place sur ces patients-là, mesurer l'acceptabilité, mais mesurer le retour économique, mais mesurer également tout l'aspect sociétal qui va tourner autour des patients, puisqu'on a l'habitude de le répéter. Aujourd'hui, le problème, ça n'est pas la technologie, mais c'est l'utilisation de cette technologie et l'acceptabilité par les patients d'être compliants. Donc Platine est là pour mettre en relation des industriels, mais également mettre en relation des industriels avec les ARS, avec les CHU, avec toutes les instances qui gravitent autour de la prise en charge des patients et bien sûr les acteurs du domicile. Merci Jean-Louis. Est-ce qu'on a le temps pour une question peut-être? Est-ce qu'on arrive rapidement? Oui. Bonjour. À en croire le premier exposé, à en croire le premier exposé, il va falloir faire des lois pour faire de la télémédecine. Moi, j'ai des vieux souvenirs de cours de sociologues, dont le fameux Crozier, comme quoi il ne faut pas faire de loi et que c'est l'inverse. Donc, est-ce qu'il faut qu'on fasse la promotion des lois de la télémédecine de façon à ce que des lois imposent la télésanté, comme on l'a imposé pour les dispositifs que vous avez en charge au sein de SADIR, quoi. Alors, c'est un peu ma question, c'est-à-dire qu'on est en contradiction avec toutes les théories de management et de sociologie. Apparemment, la télémédecine va réussir grâce à cette contrainte qu'est le télésuivi, quoi. Bien, moi, ce que je peux dire par rapport à ça, est-ce qu'il faut faire des lois? Ça, je me garderai bien de lancer le débat ici. Ce qu'on remarque, en tout cas, c'est que la télémédecine en France ne décolle pas, puisqu'on n'a pas de payeurs. Bon. Les expérimentations à très grande échelle, on en a très peu. Et là, pour la première fois, grâce ou à cause d'une loi, on voit qu'on va prendre 600 000 patients en télésuivi à domicile avec une amélioration sûrement significative de l'observance, puisque dans tous les systèmes qu'on met à domicile, le patient, enfin en tout cas dans les plus sophistiqués, le patient voit le matin s'il a bien fait son traitement pendant la nuit. Moi, je pense qu'une loi, ça ne suffit pas. La télémédecine décollera en France lorsque l'État, parce que je pense que l'impulsion va partir de l'État, aura vraiment la volonté de faire un maillage entre lui, les services de l'État, entre les industriels et entre tous les acteurs. Et je pense que s'il y a quand même une volonté d'impulsion
très forte de l'État, les choses suivront et ça va rentrer dans les mœurs aussi au domicile et dans les habitudes des patients parce qu'on est convaincu que sur les 600 000 patients qu'on va devoir appareiller dans les mois qui vont suivre, tous ne vont pas être complètement d'accord, que l'on sache quel a été leur rythme veille-sommeil. Dernier élément par rapport à ça, c'est que l'État a pris une loi mais a maintenu nos prix de remboursement. C'est-à-dire que tout le coût du télésuivi est à notre charge. Donc moi je me félicite de cette loi parce que non seulement elle permet de gérer l'observance, mais en plus on a pris cette opportunité-là pour, entre guillemets, remonter des paramètres tous les matins de patients qui nous permettent de dire le traitement a été efficace ou pas. Donc c'est opportun pour le traitement du patient, mais c'est clair que c'est des coûts de structure très importants en plus pour nous, qui vont dans le sens de je diminue les prix de toute façon et je concentre le métier de toute façon. Mais 600 000 patients suivis en France tous les jours et le remboursement du traitement lié à l'observance, je pense que si ça n'avait pas été impulsé par l'État, je pense que ça ne se serait pas fait. Merci, oui. Situation différente en Allemagne? Non, je veux juste faire un petit cocorico quand même. Moi, je suis plusieurs au projet européen au sein du groupe et sur l'apnée du sommeil, la France est extrêmement en avance et extrêmement regardée par les pays européens. Donc on entend souvent un fatalisme français sur la télémédecine, mais là on peut être fier quand même qu'il y ait des choses qui soient faites en France parce que c'est un cas rare et unique en Europe. D'autant plus, moi je me balade beaucoup en Europe, les problématiques qu'on a sur la télémédecine sont vraies partout en fait. Ils sont vrais dans tous les pays, on met souvent les pays nordiques, j'ai souvent entendu dans les sessions les pays nordiques mis en exemple. J'étais en Finlande il n'y a pas très très longtemps, ils ont les mêmes problématiques que nous. Donc arrêtons d'avoir le fatalisme français, soyons fiers déjà de ce qu'on a. Et je pense que l'apnée du sommeil est un très bel exemple. Et en effet, si dans 2 ans on suit 600 000 patients quotidiennement, et je pense que ça va vraiment améliorer l'observance, j'en suis persuadé. On pourra être fier de ça. Ensuite, le dernier point, le point que soulevait Jean-Louis sur l'écosystème, mettre autour de la table les payeurs, les autorités, les industriels, les patients, les équipes médicales, c'est la grande difficulté. Et cette difficulté, on la trouve partout en Europe, elle est plus présente en France, et je pense que c'est notre frein. Si on arrivait à mettre tout le monde autour de la table, on aurait beaucoup moins de problématiques. Et à mon avis, c'est le frein majeur de la télémédecine en France. Merci. Hicham, un dernier mot? Je voulais rajouter un dernier mot en forme de message très positif. La transformation du système de santé et de la télémédecine, qui n'est que de la médecine, elle est inéluctable. Elle est nécessaire pour des raisons économiques, mais elle est aussi inéluctable de par le changement des comportements. Donc certes, il y a le levier politique, il y a les moyens de financement économique à trouver, mais je pense que dans les prochaines années, ça va être extrêmement difficile pour les politiques et les professionnels de santé de ne pas achever cette transformation, parce que les usages des citoyens vont faire que la démocratie sanitaire va se mettre en marche. Si moi j'accède à mon dossier bancaire, à mon cloud avec toutes mes photos de famille depuis 20 ans, etc., je ne comprendrai pas que je ne puisse pas accéder à mes données médicales. Donc il y a 2 trajectoires aujourd'hui. Ou bien on anticipe et on accompagne cette transformation, ou alors nous allons la subir. Et c'est aussi ce qui se passe dans tous les pays du monde aujourd'hui. Le Web 2.0 qui est déjà fini, mais le Web 3.0 qui arrive, eh bien, va nous obliger à nous adapter, quel que soit le modèle politique et économique qu'on pourra mettre en place. Donc, moi, je n'ai aucun doute sur l'avènement et le développement de la télémédecine dans les 5-10 prochaines années.